Déclaration. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, pour la première fois depuis 26 ans, je ne serai pas assis parmi vous. Il y a quelques instants, lorsque je suis entré par la porte de bronze, j'ai pensé à tous ces premiers ministres qui l'ont franchi avant moi, à d'autres périodes, confrontés à d'autres défis. Et je viens devant vous, Mesdames et Messieurs les députés, chargé d'une mission particulière, celle que m'a confiée le Président de la République, qui a fixé notre cap, conduire le redressement de notre pays dans la justice. Cet engagement a fait l'objet d'un long débat démocratique. Et après avoir élu le 6 mai François Hollande à la tête de l'État, les Françaises et les Français ont choisi la cohérence en donnant à la gauche une large majorité parlementaire. Il me revient l'honneur de soumettre à votre confiance la politique d'un gouvernement entièrement mobilisé pour le changement, comportant, pour la première fois dans l'histoire de la République, autant de femmes que d'hommes et portant l'exigence d'une autre pratique des institutions. Ce gouvernement allie les talents de la jeunesse et de l'expérience. Il conjugue les parcours, les histoires et les cultures. Il est aux couleurs de la France. En vous regardant, j'observe aussi le changement. Aux côtés de visages qui me sont si familiers, je découvre tant d'autres que j'apprendrai à connaître, et à toutes et à tous, j'adresse les plus sincères félicitations. Députés de la majorité comme de l'opposition, vous détenez une part égale de la souveraineté nationale. Je sais que vous en serez dignes. À chacune et à chacun de faire preuve de courage et de responsabilité. Dans une période qui exige de chacun qu'il élève sa réflexion, son discours et ses propositions au niveau d'une crise sans précédent et qui menace de nous faire perdre ce que le siècle passé nous a légué, notre modèle social et républicain. Je suis venu aujourd'hui pour vous appeler et à travers vous, appeler l'ensemble de notre peuple à une mobilisation, car il n'est pas trop tard pour agir et pour réussir. Je suis ici pour vous appeler à retrouver confiance dans notre destin. Notre pays s'est affaibli économiquement, il s'est dégradé socialement, il s'est divisé politiquement, il s'est abîmé moralement. La France, ce sont près de 3 millions de salariés qui ne retrouvent pas de travail. Ces femmes à qui il n'est proposé que des emplois de temps très partiels. Ces jeunes
pour qui l'entrée dans la vie active s'apparente à un parcours d'obstacles. Ces seniors qui se voient fermer toutes les portes alors qu'ils ont encore tant à apporter à la société. Et ce sont ces plans sociaux, opportunément retardés, et qui font courir le risque du chômage à plusieurs dizaines de milliers de familles supplémentaires. Depuis 2007, la dette publique a augmenté de 600 milliards d'euros. 600 milliards d'euros. Et cette dette atteint aujourd'hui près de 1 800 milliards d'euros, soit 90% de la richesse produite par la France chaque année. Le poids de la dette est devenu écrasant. L'État verse ainsi près de 50 milliards d'euros par an à ses créanciers. Cette somme représente la première dépense juste devant le budget de l'éducation nationale. Elle est supérieure au budget de la recherche, de la justice et de la sécurité réunis. Eh bien, cette situation, je ne l'accepte pas. Parce que la dette, c'est moins d'écoles. La dette, c'est moins de crèches. C'est moins d'hôpitaux. C'est moins de transports publics. Et la dette, c'est ce que nous léguerons aux générations futures si nous n'agissons pas. Et je suis de la génération, et je ne suis pas le seul ici, qui a grandi pendant les 30 Glorieuses, celle pour laquelle l'avenir était naturellement synonyme de progrès. Mais je ne veux pas être de la génération qui aura reporté le poids d'une dette excessive sur ses enfants et ses petits-enfants. Mon gouvernement sera celui de la responsabilité devant la jeunesse. La dette, c'est enfin un enjeu de souveraineté nationale. Une France endettée est une France dépendante, dépendante vis-à-vis des agences de notation, dépendante vis-à-vis des marchés financiers. Voilà pourquoi je veux réduire notre endettement public. Sans réduction de l'endettement public, il ne pourrait y avoir de redressement du pays sans redressement de nos comptes publics. Mais, mesdames et messieurs les députés, de la majorité comme de l'opposition, je ne suis pas venu lancer un débat sur l'héritage. Tant d'autres avant nous ont ainsi préféré chercher dans le rejet de leurs prédécesseurs une approbation qu'ils n'auraient pas trouvée au simple énoncé de leur politique. Que cette situation soit le produit d'erreurs passées signifie aussi que nos difficultés, parce que nous en sommes conscients, peuvent être surmontées. Cette situation est simplement notre point de départ, que le président de la République avait largement anticipé au cours de sa campagne électorale. Nous pourrions utiliser la situation que nous avons trouvée pour justifier des renoncements. Non, eh bien non, nous ne renonçons à rien, non et non. Cette majorité n'a pas été élue pour trouver des excuses. Elle a été élue pour trouver des solutions. Et la mise en œuvre de ces solutions, qui sont les engagements pris par le président de la République, passe d'abord par l'exigence de vérité.
Dans l'épreuve, trop souvent, la préférence a été donnée à l'habileté, à la mystification, voire à la dérobade. Je veux dire aux Françaises et aux Français la vérité. Je veux leur dire ce que nous ferons. Je veux qu'ils puissent être juges à chaque instant des chemins que nous empruntons. Je veux qu'ils puissent exercer leur contrôle sous l'éclairage que peuvent leur donner la majorité comme l'opposition. À cette fin, je tiendrai informer nos concitoyens à travers la représentation nationale de l'action conduite par le gouvernement. Je le ferai régulièrement. Mes chers collègues, mes chers collègues, Monsieur, mes chers collègues, je vous rappelle que vous aurez après 2 orateurs de l'opposition. Je souhaite pour eux qu'ils puissent intervenir dans le calme, donc écoutez le Premier ministre dans le calme. Merci, Monsieur le Président. La tentation existe d'exploiter les peurs et les craintes, de stimuler les égoïsmes, d'user de tous les clivages qui travaillent la société aux fins de dévier le débat public des sujets essentiels. Eh bien, je n'y céderai pas. Je souhaite au contraire que les Françaises et les Français unissent leurs efforts et retrouvent le sens du combat commun. Les décisions qui sont devant nous les intéressent au plus haut chef. Ce ne sont pas des débats réservés à une élite, c'est sous le regard de nos concitoyens, sous leur arbitrage, qui s'exprime par le suffrage universel, que j'entends gouverner notre pays. La sauvegarde de notre modèle républicain, la pérennité de notre système social, le redressement économique pour l'emploi, voilà la finalité de notre action. Et mesdames et messieurs les députés, soyons-en conscients, cette finalité-là, elle s'apparente aujourd'hui à un combat. Mais nous pouvons, nous devons l'emporter. Mais la condition, je le répète, en est la mobilisation et l'engagement de tous. Le génie de la France, ce n'est pas la concentration dans les mains de quelques-uns de notre destin commun. Le génie de la France, c'est d'avoir su justement passer d'un système monarchique ou autoritaire à l'association de tous à la décision. Le génie de la France, c'est la République. Et comme vous, j'aime la France. Oui, comme vous, j'aime la France, j'aime sa langue, j'aime ses paysages, j'aime sa culture, j'aime son histoire. J'aime les valeurs qui l'ont façonné. J'aime le goût qu'il a pour son débat, pour le débat. J'aime l'idée que la nation française soit fondée sur le désir de lui appartenir plus que celui de la naissance. J'aime qu'elle puisse servir de modèle en Europe et dans le monde, car son message est universel. Et j'aime aussi notre capacité, en certaines circonstances de notre histoire, à nous dépasser, à mettre chacun de côté ce qui nous divise pour nous retrouver ensemble et faire la France. Comme vous tous et toutes, je suis un patriote. Et l'enjeu, c'est aujourd'hui de savoir si nos enfants pourront aimer le même pays, y vivre avec le même bonheur, y élever leurs enfants à leur tour en ayant la volonté et la fierté de leur transmettre les mêmes valeurs. Et au premier rang de notre combat pour le redressement, j'appelle ces femmes et ces hommes qui, par leur savoir-faire
leur intelligence, leur art, créer de la richesse, des emplois, de l'activité. Vous qui produisez, vous qui disposez de la capacité de décider, vous qui dirigez, mobilisez-vous sans attendre. Aidez la France en créant des emplois, en préservant l'activité dans notre pays, en relevant le défi productif. Au-dessus de l'argent que l'on gagne, au-dessus de l'argent que l'on gagne, il y a ce sentiment plus grand, plus fort, celui que procure l'estime et la reconnaissance de ses concitoyens. Non, je ne suis pas l'ennemi de l'argent, mais je ne considère pas les gens auxquels je parle en fonction de leur patrimoine et de leurs revenus. Je n'accepte pas d'entendre dénoncer une fiscalité confiscatoire par ceux-là même qui s'autorisent parfois des rémunérations au-delà de tout entendement et de toute décence. Le patriotisme, c'est servir son pays, c'est remplir ses devoirs après avoir reçu tant de droits, c'est rendre tout simplement à la République ce qu'elle vous a donné. Et le patriotisme, ce n'est pas fuir la France pour les paradis fiscaux et laisser à ceux qui restent le poids de l'effort. Mes chers collègues, s'il vous plaît, je vous rappelle que les Français nous regardent. Peut-être que ça devrait amener les uns et les autres à plus de modération. Allez. Allez. Le patriotisme, cela doit être l'affaire de toutes et de tous, à chaque niveau de la société. La mobilisation doit être générale. Elle ne concerne pas que le sommet de l'édifice. Chacun doit y prendre sa part. Faire preuve de patriotisme, ce n'est pas menacer la pérennité d'un système solidaire en le détournant de son objectif, qui est d'assurer un filet de sécurité à celles et ceux qui ne retrouvent pas de travail, à ceux qui sont en fin de droit, aux malades. À tous les niveaux, le gouvernement que je dirige se donnera les moyens de lutter contre la fraude et d'abord l'évasion fiscale. Dans ce combat pour le redressement, nous avons besoin de tous les acteurs. Il ne peut être l'affaire du gouvernement seul. Le changement ne se décrète pas. Il ne se mesure pas au nombre de lois votées. Il est un mouvement qui inspire toute la société, un mouvement porté par tous les corps intermédiaires, les collectivités locales, les partenaires sociaux, les associations, les ONG. Et le maire de Nantes que j'ai été sait que le changement passe par la mise en mouvement de toute la société. Je n'aurais jamais obtenu les mêmes résultats si je ne m'étais pas constamment appuyé sur l'imagination, la créativité, le dynamisme de mes concitoyens et de l'ensemble des acteurs locaux, et beaucoup ici le savent aussi, parce qu'ils le vivent régulièrement dans leur département, leur commune ou leur région. Il est fini le temps des sommets spectacles, le temps où la concertation était conçue que pour donner l'apparence du dialogue social à la décision d'un seul. Il est fini le temps où l'État imposait ses décisions à des collectivités territoriales qui considéraient comme de simples satellites chargés d'exécuter sa volonté. Mesdames et messieurs les députés, nous ouvrons la porte à une évolution profonde
un bouleversement inédit. Je demande à chacun d'en prendre la mesure. Oui, nous voulons donner toutes ses chances à la démocratie, et d'abord à la démocratie sociale. La réduction du chômage, de l'emploi, et donc le développement de nos entreprises doivent être une préoccupation partagée. Et je souhaite que la culture de l'accord, celle qui implique des contreparties, du donnant-donnant, s'impose peu à peu dans le dialogue et la démocratie sociale. Organisations d'employeurs et des salariés doivent prendre leurs responsabilités. Le gouvernement prendra les siennes. Cet état d'esprit nouveau s'est déjà exprimé à travers l'organisation d'une grande conférence sociale qui s'ouvrira dans quelques jours. Les travaux se porteront sur 7 sujets majeurs. L'emploi, et particulièrement l'emploi des jeunes, la formation, le développement des compétences, la sécurisation des parcours professionnels, les rémunérations, et notamment les bas salaires, l'égalité professionnelle femmes et hommes et la qualité de vie au travail, le redressement productif national, l'avenir de nos retraites et de nos protections sociales, et enfin le rôle de nos services publics et de ses agents. Tout sera mis sur la table. Oui, je le répète, tout sera mis sur la table, y compris l'intégration des représentants des salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises, le dialogue territorial, le dialogue social territorial au niveau des bassins d'emploi, l'information en amont des représentants du personnel. Rien ne sera tabou. Tout devra être posé, surtout si nous voulons parvenir à de nouveaux équilibres, dans un compromis à bien des égards historiques. D'autres concertations suivront dans le même esprit sur les priorités du quinquennat. J'ouvrirai une consultation sur la refondation de l'école le 5 juillet. Des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche prépareront une loi de programmation qui sera présentée au Parlement au début de l'année 2013. La conférence environnementale s'ouvrira dès la rentrée pour préparer le grand chantier de la transition énergétique et de la biodiversité. Enfin, la démocratie locale sera renforcée au travers d'un nouvel acte de la décentralisation qui fera l'objet d'une large consultation. Alors je sais par expérience que les attentes sont fortes, qu'elles sont multiples. Je sais qu'on ne va jamais assez vite. Je sais qu'on ne va jamais assez vite lorsqu'il s'agit de corriger les injustices ou de protéger d'une souffrance. Mais je sais surtout que les lois bâclées ne sont jamais appliquées. Je connais ce temps que l'on perd à force de vouloir en gagner. Je sais que l'on ne combat pas l'inertie par l'agitation. Et la tentation de tout pouvoir, c'est d'aller vite, d'imposer sa marque dès les premières heures, de tout réaliser en 100 jours, comme si plus rien ne devait être possible ensuite. Eh bien, le président de la République, comme moi-même, nous voulons installer le changement dans la durée. Oui, dans la durée. Prendre le temps d'écouter, d'évaluer, de décider, de faire partager, c'est la condition même du changement. Je crois profondément que les Françaises et les Français veulent être traités en adultes. Je crois à la possibilité de fédérer le pays autour d'objectifs et d'un projet commun. Les Français ne nous ont pas donné un mandat pour gouverner 100 jours, mesdames et messieurs les députés, mais 5 ans. Le redressement prendra du temps, mais nous surmonterons la crise et nous retrouvons le progrès. Au cours de ce quinquennat, 2 phases se succéderont. La première sera celle des réformes de structure.
J'entends par là la consolidation ou la rénovation de tous les outils qui permettront de renouer avec la croissance, la compétitivité et l'emploi. Je pense à la réforme fiscale. Je pense au redressement productif. Je pense à la priorité donnée à la jeunesse. Je pense à une nouvelle étape de la décentralisation. Je pense à la transition écologique et énergétique. Il faut donc prendre le temps de réussir ces grandes réformes de structure pour que vienne ensuite celui de tirer les bénéfices de l'effort collectif. Je n'ai pas l'obsession de la comparaison avec le gouvernement précédent. Mais je demande à chacun de mesurer la différence, et qui n'est pas simplement une différence de style, mais une différence de méthode. La première erreur, c'est de vouloir imposer d'en haut et dans la précipitation. La seconde, c'est de vouloir opposer de manière dogmatique justice et compétitivité, justice et efficacité. Je crois que la justice n'est pas simplement une exigence morale, je crois qu'elle est un facteur de croissance et de progrès. Je crois que ce qui est juste est une motivation au travail. Je crois que faire fonctionner des services publics de qualité participe à l'attractivité d'un territoire. Je crois que la productivité est directement liée à la qualité des ingénieurs, des techniciens ou des ouvriers qui sortent de nos écoles. Je crois qu'une fiscalité qui favorise le travail plutôt que la rente est un profond encouragement pour celles et ceux qui prennent des risques. Oui, je crois que la justice, c'est l'efficacité. Et être juste, c'est aussi reconnaître l'apport des créateurs, des innovateurs, des entrepreneurs. Je crois en l'esprit d'initiative. J'estime les chefs d'entreprise et je les connais bien. Je salue leur apport à notre économie, mais je ne les confonds pas avec quelques parachutistes dorés ou avec des spéculateurs sans scrupules. Et être juste, c'est aussi de ne pas stigmatiser les chômeurs en leur faisant porter la responsabilité de leur infortune. Être juste, ce n'est pas considérer chaque bénéficiaire du RSA comme un fraudeur potentiel ou un fainéant. La justice sera tout à la fois notre moyen et notre but, parce que la justice, elle est aussi territoriale. Elle doit s'exprimer sur les territoires fragiles, particulièrement les quartiers défavorisés, qui sont le lieu de la ségrégation sociale et de la désespérance. Mais je n'oublie pas non plus ces millions de nos concitoyens qui vivent aujourd'hui éloignés des grands centres urbains. Les classes populaires et les classes moyennes habitent souvent ces villes que l'on qualifie de périurbaines ou dans les zones rurales. Eh bien, ce sont ces Français qui ont souvent aujourd'hui les conditions de vie les plus dures. À la précarité de l'emploi s'ajoutent des temps de transport à rallonge, la désertification médicale, la fermeture des services publics. Eh bien, je veux qu'à côté de l'effort marqué et nécessaire pour les banlieues, que l'État se tourne aussi vers ces territoires trop souvent négligés et redéploie ses moyens prioritairement en leur direction. Dans le même esprit et celui de l'égalité entre tous les territoires qui font la France, j'adresse le salut fraternel de toute la nation à nos Outre-mer, où la faiblesse des orientations mises en œuvre au cours du dernier quinquennat a pu passer
pour une forme de désintérêt, voire de désengagement de l'État. La politique gouvernementale s'y appliquera avec force autour des 3 priorités, qui sont la jeunesse, l'emploi et la lutte contre la vie chère. Mesdames, Messieurs les députés, je vous l'ai dit, le rétablissement des comptes publics est un enjeu majeur. Et le président de la République a fixé des priorités. La jeunesse, la sécurité et la justice. Elles seront respectées, sans pour autant creuser nos déficits et notre dette. Cela exigera des choix dans tous les autres secteurs. Ces efforts dépendront non pas d'une règle mathématique, une règle mathématique aveugle et absurde, mais de l'évaluation des politiques conduites, mission par mission, et de leur efficacité. C'est pour cela que j'ai demandé à tous les membres du gouvernement de réaliser des économies sur leurs dépenses fondées sur des propositions de réforme qu'ils élaboreront eux-mêmes et qui permettront de faire gagner en efficacité nos services publics. Il s'agira d'un travail de fond mené en concertation avec les agents de l'État sur les missions et le fonctionnement des services publics. La France sait pouvoir s'appuyer sur une fonction publique de qualité, trop souvent humiliée. J'adresse à tous les fonctionnaires de l'État, de la fonction publique hospitalière ou des collectivités territoriales mon total soutien et un message de respect et de confiance. J'ai lu ces derniers jours que le fait de réserver les créations d'emplois publics au secteur prioritaire devait s'interpréter comme un courant de la rigueur. Eh bien, je m'inscris en faux contre cette affirmation. Les effectifs de l'État connaîtront une stabilité globale alors que le précédent gouvernement les détruisait massivement. Voilà la différence. L'ensemble de notre stratégie sera fixé dans le cadre d'une loi de programmation des dépenses publiques qui couvrira les 5 années de cette législature. Et cette loi nous engagera sur un retour à l'équilibre à l'horizon 2017. Elle tracera ce chemin en faisant la part des efforts demandés à chacun, État, sécurité sociale et collectivités locales. Mesdames, Messieurs les députés, j'ai dit que je dirais la vérité. Eh bien oui, la maîtrise des dépenses publiques est indispensable, mais elle ne sera pas suffisante. De nouvelles recettes fiscales seront mobilisées. Ah oui, ah oui. La volonté du gouvernement, de ce gouvernement, c'est de solliciter d'abord ceux qui jusqu'ici ont été exonérés de l'effort collectif. Ainsi, dès demain, le projet de loi des finances rectificatives présenté au Conseil des ministres tirera les conclusions de l'audit indépendant réalisé par la Cour des comptes aux fins de respecter l'engagement du président de la République de réduire dès 2012 le déficit public de 4,5% de la richesse nationale. Et cet audit que m'a remis hier le premier président de la Cour des comptes